bonjour, merci de votre fidélité au magazine. Marina, bonjour, merci de votre fidélité également. Michel, bonjour, bonjour à tous. Dans l'actualité, on va revenir sur Vincent Lambert. Le rapport médical a été rendu au Conseil d'État et ça va reposer la question de l'euthanasie. On en parle tout à l'heure. On parlera également des prothèses mammaires qui ne seraient peut-être pas aussi fiables qu'on le pense, même si elles n'ont pas le sigle PIP. Et puis on s'intéressera également, puisque c'est le moment, au changement d'équipe des internes. Tous les 6 mois, les internes en médecine changent de service. On verra ce que cela signifie. Dans les chroniques, la santé au travail, c'est avec Sandrine Weiss. Aujourd'hui, c'est la santé des chefs d'entreprise qui nous intéresse. Et puis, la réponse à vos questions sexo, ce sera avec Sophie Cadalen. Dans le carnet de santé, on verra que pour enseigner les malformations cardiaques chez le nouveau-né, il n'y a rien de mieux qu'un cœur en 3 dimensions. Près de la moitié des malformations cardiaques passent encore au travers du diagnostic. Jusqu'à présent, il n'existait aucune maquette du cœur fœtal en 3 dimensions. Les étudiants devaient se contenter de planches ou de dessins. Difficile dans ces conditions d'avoir une projection claire en tête de cet organe et de ses potentielles malformations. In vivo, nous sommes toujours avec le SAMU 94 du Val-de-Marne. Nous suivons un homme de 45 ans qui a fait un arrêt cardiaque hier à la suite d'un infarctus et aujourd'hui aux urgences, nouvel arrêt cardiaque. Quelques minutes plus tard, le cœur du patient s'arrête pour la 3e fois en moins de 4 heures. Adrénaline, massage cardiaque, les urgentistes doivent repartir au combat. Par le docteur, nous parlerons aujourd'hui des blessures de la main, des plaies liées à des couteaux, d'autres blessures, la fameuse blessure liée au couteau à 8, c'est sympa ça. Ça a dû faire mal. Vous verrez, ce sont des images de blessures. Faites juste attention aux images. Ouais, c'est bien de le dire après. Il vaut mieux de toute façon. C'est horrible, mais voilà. Mais en même temps, ça arrive très souvent et de plus en plus souvent, il y a de plus en plus de blessures de loisirs et de jardinage. Donc on en parlera. Pour poser vos questions, pour réagir, pour témoigner tout ce que vous voulez, on est en direct avec vous. Plusieurs moyens, le téléphone portable 41 555, Internet allodocteur.fr et france5.fr et puis le réseau Twitter #santéf5. Et on commence avec le journal. Prothèse mammaire, la vigilance s'impose. Voilà la conclusion d'une vaste étude révélée ce matin par la NSM après le scandale des prothèses PIP. L'Agence nationale de sécurité du médicament a voulu évaluer le marché des implants mammaires français et traquer d'éventuelles fraudes. Résultat, pas de nouvelles escroqueries, mais des dysfonctionnements. Et ce, alors que les Françaises sont de plus en plus nombreuses à faire remodeler leur poitrine. Elles étaient 20 000 en 2000 pour 48 000 en 2012. Selon l'enquête donc de l'agence, la sécurité des patientes est loin d'être garantie. Les prothèses risquent de rompre au bout de 7 ans et demi et non pas 10, comme l'assurent la plupart des fabricants. Et en dehors des prothèses PIP, ces 3 dernières années, plus de 2000 femmes sur 340 000 ont ainsi été réopérées. Et la NSM a fait suspendre l'activité d'une entreprise qui ne répondait pas aux consignes de sécurité. Le point avec Marie-Charlotte Duluc et Anne-Laure Jean. Malgré le scandale des prothèses PIP, les Françaises n'ont pas renoncé aux implants mammaires. Après un cancer, bien sûr, mais aussi par choix. Parmi les patientes, 80% d'entre elles passent au bloc pour une poitrine plus esthétique. Mais une fois l'opération terminée, trop peu d'entre elles se plient à un suivi régulier chez leur médecin. Les examens sont pourtant indispensables. Le suivi n'est absolument pas systématique et encore moins, bien sûr, quand il s'agit de chirurgie esthétique, puisqu'il ne s'agit pas de pathologie, il ne s'agit pas de maladie. Il faut que les femmes sachent que l'implant n'est pas implanté à vie, qu'il y a un risque de rupture, un risque de complication, qu'il peut y avoir des effets indésirables relativement sévères. Donc il faut qu'elles soient informées. Le risque notamment, une rupture des implants au bout de 7 ans et demi et non pas 10 comme l'affirment les fabricants. Autre danger, les cancers que pourrait entraîner le port de ces prothèses. Pour le cancer du sein, les études actuellement publiées sont rassurantes. Avoir un implant n'augmenterait pas le risque. Mais les médecins sont moins formels quant au cancer de la lymphe. 7 cas de lymphome du sein ont été détectés chez des Françaises porteuses de prothèses mammaires. Le cancer est extrêmement rare, il s'agit d'une variété particulière d'un cancer qui touche plutôt le système immunitaire et non pas la glande mammaire elle-même. Le lien avec l'implant mammaire n'est pas assuré à l'heure actuelle, mais des travaux sont en cours, notamment avec l'Institut du cancer et même dans les autres agences internationales,
pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ce cas de lymphome. Dernier point abordé par l'enquête, la fiabilité des fabricants de prothèses. Aucune nouvelle fraude massive n'a été détectée, mais parmi les 11 entreprises, 2 d'entre elles ont été rappelées à l'ordre pour dysfonctionnement dans le processus de fabrication, avec arrêt de la commercialisation pour l'une des sociétés. Les femmes opérées doivent donc rester vigilantes pour que leur poitrine de rêve ne se transforme pas en cauchemar. Les lésions cérébrales de Vincent Lambert seraient irréversibles et son état de conscience se serait dégradé. C'est ce qui ressort du pré-rapport médical rendu par les experts au Conseil d'État. L'institution doit se prononcer avant l'été sur la fin de vie de cet homme de 38 ans, tétraplégique et en état végétatif chronique depuis 5 ans. On rappelle que la famille de Vincent Lambert se déchire depuis plusieurs années. Oui, ses parents réclament son maintien en vie alors que sa femme et son neveu, mais aussi ses médecins, se prononcent pour l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle. Les experts se succèdent à son chevet afin d'évaluer son état de conscience. Pour en parler, on va accueillir le docteur Bernard Devalois, qui est responsable du service de soins palliatifs de l'hôpital de Pontoise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez déjà évalué l'état de conscience de Vincent Lambert il y a déjà quelques années. Vous avez eu accès à ce rapport donc remis au Conseil d'État. Les experts donc concluent à la dégradation de son état de conscience. Ça veut dire quoi ? Alors, ce n'était pas il y a quelques années, c'est il y a quelques mois. Effectivement, ça veut dire qu'on était déjà dans une situation qui avait été qualifiée de minimale plus selon une terminologie très spécialisée, et qu'aujourd'hui, donc ça c'est en 2011 à Liège, et qu'aujourd'hui, ce qu'ont constaté ces experts qui sont des sommités européennes ou mondiales de la question, confirment bien ce que nous on avait vu comme médecins consultants, c'est-à-dire qu'on a une dégradation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce qu'on appelle un état post-relationnel où, comme son nom l'indique, il y a très peu de relations. Aujourd'hui, on est dans la végétative chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune relation, il n'y a plus de cycle avec des périodes d'éveil même courtes. On est vraiment dans une situation totalement catastrophique sur le plan de la conscience. Et irréversible, d'après moi. Alors comment on fait pour évaluer que c'est irréversible ? Alors, ce qu'on sait, c'est toute l'expérience qu'il y a. On sait que dans une situation comme ça de traumatisé crânien, la récupération, elle a lieu dans la première année, où on peut être dans une phase ascendante de récupération. Là, maintenant, ça fait 5 ans, et on voit que entre la 3e et la 5e année, il y a une aggravation encore de l'état cérébral. Les lésions du cerveau, il y a eu tous les examens possibles qui ont été refaits à la Pitié, on a refait des IRM fonctionnels, etc. Et on montre que là, les lésions cérébrales sont irréversibles. Au vu des données actuelles de la science, au vu de l'expérience mondiale, il n'y a pas de probabilité, pas d'espoir possible d'amélioration, et on est dans une situation effectivement d'état végétatif. Alors, est-ce que face à ce caractère donc irréversible, ça peut suffire là pour que le Conseil d'État se prononce, donc ça sera normalement en juin, pour cette suspension d'hydratation et d'alimentation? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont encore demander de nouveaux examens, de nouveaux experts? Non, a priori, alors les experts ont fait leur travail d'experts, c'est-à-dire ils ont rebondi à la question sur la situation actuelle et le caractère irréversible. Donc voilà, on en a parlé. Ils soulignent par ailleurs que ce ne sont pas les seuls critères. Et dans la procédure qui a été suivie par l'équipe du CHU de Reims et l'équipe du docteur Carizer, il y a eu toute une réflexion auquel moi j'ai participé en tant que consultant. Et la notion d'irréversibilité n'est pas la seule, n'est pas nécessaire et suffisante pour que la médecine se retire, puisque là, en l'occurrence, ce dont il est question, c'est que la médecine se retire. La médecine a réanimé, a permis la prolongation de la vie de Vincent Lambert, et c'était juste au moment où ça a été fait, mais il y a un moment, et c'est l'esprit de la loi d'avril 2005, il y a un moment où il faut que la médecine se retire. Et le Conseil d'État avait jugé qu'il fallait avoir des précisions sur les réversibilités, elles ont été données, mais maintenant, ce ne sont pas aux experts médicaux de prendre la décision, c'est bien à l'équipe soignante qui l'avait fait. Il faut juste rappeler que le Conseil d'État ne va pas se prononcer, ne va pas prendre une décision sur la décision médicale. Elle va se contenter de dire si elle a suivi le droit ou pas. On sait que Vincent Lambert s'était exprimé avant son accident en disant qu'il n'aurait pas souhaité d'acharnement thérapeutique si quelque chose lui arrivait. Est-ce que s'il avait simplement mentionné cela par écrit, cela aurait suffi? Bien sûr, c'est l'occasion une nouvelle fois de rappeler combien, s'il avait écrit les directives anticipées, nous ne serions pas là dans ce déchirement terrible où une partie de la famille dit il aurait voulu ça et l'autre partie dit non, il aurait voulu le contraire. Donc c'est aussi l'appel à tous nos téléspectateurs. Rédiger les directives anticipées, désigner une personne de confiance. On n'en serait pas là aujourd'hui si Vincent Lambert l'avait fait. Mais il était en pleine santé, comme nous tous, donc on a du mal à y penser. Il faut le faire absolument. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci.
Elles sont toujours en grève et ça fait 7 mois que ça dure. Hier, plusieurs centaines de sages-femmes ont défilé dans les rues de Paris. Certaines ont même bloqué un train pendant 45 minutes gare Montparnasse. Elles demandent à Marisol Touraine de rouvrir les discussions. Oui, depuis 4 mois maintenant, le collectif des sages-femmes attend que le ministère de la Santé se prononce sur les propositions qu'il lui a transmises afin d'obtenir une meilleure reconnaissance des sages-femmes et un changement de statut. Alors en mars dernier, la ministre a annoncé la création d'un statut médical pour les sages-femmes qui les maintiendrait dans la fonction publique. Nouveau statut accepté par les syndicats représentatifs mais rejeté par le collectif. Tous les 6 mois, c'est la même valse dans les hôpitaux, le bal des internes, services d'ORL, de chirurgie digestive, de dermato ou encore de gynécologie. Les quelques 25 000 internes en médecine français qui, dès aujourd'hui, sont sur le terrain, prêts à vous recevoir à l'hôpital, doivent changer de stage chaque semestre pendant les 3 ans minimum que dure l'internat. Oui, cette série de stages prévoit un passage obligé par la case urgence et dans un centre hospitalier universitaire. Hier, c'était le grand jour pour Déborah, Marie ou encore Raphaël, nouvelle recrue du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Reportage signé Rudy Bancard, Alexandre Delaval. Pour Raphaël, ce mois de mai a un goût de rentrée. Il intègre avec 9 autres étudiants, tous âgés de 25 ans, la nouvelle équipe d'internes de ce service d'urgence pour les 6 mois à venir. La journée débute avec quelques mots du chef de service. La journée va être très lourde aujourd'hui, mais sympa. Journée sympa, mais aussi très rythmée pour ces futurs médecins qui savent que ce premier jour est capital. C'est une journée super importante. C'est la journée où il y a pas mal de choses qui vont se décider. Il y a le premier contact avec les co-internes, avec les chefs. Il faut essayer de ne pas faire de grosses gaffes, pas se faire griller tout de suite. L'étape suivante est symbolique. Les internes font un petit détour par la blanchisserie pour récupérer leur blouse. Ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Merci. Voilà. La suivante. Il ne reste plus qu'à y épingler un badge rouge indiquant leurs nouvelles fonctions et surtout leurs nouvelles responsabilités, ce qui fait monter la pression. Tout le monde y est passé avant, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'espère. Je sais pas, on verra. Pas le temps de souffler, le chef de service organise une petite visite guidée de leur nouveau lieu de travail. Et là, on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement intuber un patient. Malgré la concentration, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Si les internes ne sont pas encore complètement opérationnels, les patients, eux, n'y verront que du feu. On a augmenté le nombre de médecins. Voilà. Je dirais que sur le plan du soin patient, on n'y perd pas forcément au change. La pause déjeuner est le premier moment de répit pour ces internes et l'occasion pour cette nouvelle équipe de faire un brin connaissance. Très rapidement, en fait, il y a une cohésion qui se fait parce qu'elle est obligatoire, parce qu'on va passer 6 mois ensemble, on va devoir travailler ensemble, et s'il n'y a pas une bonne cohésion, s'il n'y a pas une bonne entente, ça rend rapidement, je pense, les 6 mois insupportables. Globalement, ça a l'air de bien démarrer en tout cas. Après, on verra tout à l'heure au moment du planning, ça sera peut-être pas la même chose. Ultime étape en effet de cette journée marathon, l'organisation du planning et des journées bien souvent chargées des internes. Les internes sont la cheville ouvrière de l'hôpital. En moyenne ici, les internes précédents nous disaient qu'ils travaillaient 60 heures par semaine. C'est beaucoup. Ça reste beaucoup, surtout comparé à la moyenne des Français, mais voilà. Ça fait aussi partie de leur formation. Et comme une mise à l'épreuve de leur future cohésion, ils ne sortiront pas de cette salle avant de s'être tous mis d'accord sur l'organisation des 6 prochains mois, en tenant compte des contraintes de chacun. Seule certitude pour le moment, c'est Marie qui prendra la première garde dès ce soir. Ah, le moment où on met le badge pour la première fois, où il y a marqué interne, vous ne pouvez pas savoir. C'est quand vous touchez votre première voiture. C'est surtout le moment où on se met d'accord sur les gardes et on voit qu'il y a le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An. Tout ça, c'est sympa aussi. Ah, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas dans 6 mois. C'est pas pour les 6 prochains mois. Les gardes, tout de suite. Non, pas pour Noël, je veux dire. Ah bah oui, bien sûr. Des chercheurs sont-ils sur le point de découvrir enfin l'élixir de jouvence? Et pour ça, 3 universités américaines sont en lice. L'université de San Francisco, de Stanford ou encore de Harvard estiment que le sang des jeunes peut rajeunir les plus vieux. Ça se passe chez la souris. Oui, alors déjà, on va commencer par San Francisco. Là, des souris de 18 mois ont subi une petite cure de 24 jours. Les chercheurs expliquent dans la revue Nature Medicine qu'ils leur ont injecté à 8 reprises du plasma de souris âgées de seulement 3 mois.
Résultat, les transfusions de sang jeunes ont eu pour effet d'améliorer les performances cognitives des souris testées qui présentaient une meilleure capacité à mémoriser. À Stanford, les chercheurs démontrent dans la revue Science qu'après une petite cure de sang jeune, le cerveau et les muscles de souris plus âgées auraient rajeuni. Ce sang frais aurait notamment permis la croissance de neurones qui améliorent le sens olfactif des souris âgées, ce qui est quand même très important pour une souris. On passe maintenant au neuroscientifique de Harvard qui précise également dans Science que le secret de la jeunesse éternelle repose sur une protéine qui stimule de nombreuses cellules souches responsables de la régénération de nos cellules. Tous estiment en tout cas que ces résultats doivent être transposables à l'homme. Des essais devraient le confirmer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Michel, jusqu'à 15h. Dans le carnet de santé, reportage sur une initiative d'un cardiopédiatre qui a mis au point un cœur fœtal en 3 dimensions pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés porteurs d'une malformation. Pour une Vivo, nous sommes à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Un homme de 45 ans a été amené par le SAMU victime d'un infarctus. Il faut le soigner au plus vite. Attention à l'eau docteur, qui sera consacré aux blessures de la main de plus en plus fréquentes. Il faut bien traiter et si possible les éviter. Et dans les chroniques, la santé des chefs d'entreprise, et oui, ils ont aussi un corps avec Sandrine Weiss et la réponse à vos questions sexo avec Sophie Cadalen. On va psychanalyser vos questions. C'est ça? C'est ça, un petit peu. Là, on va passer avec l'invité. Lasagne au cheval, faux bio, cholestérol, OGM, huile de palme, poissons contaminés. Si nos angoisses alimentaires disparaissaient pour faire place au simple plaisir de manger, eh bien c'est le thème du livre de notre invité Pierre Veil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, travaillez dans le monde de l'élevage depuis 40 ans et vous publiez aujourd'hui « Manger, on s'occupe du reste » pour en finir avec les scandales alimentaires. Ça sort chez Plomb. Alors ce qui a déclenché l'écriture de ce livre après une série d'autres, parce que vous avez écrit déjà de nombreux livres sur le sujet, c'est l'affaire des lasagnes de cheval l'an dernier, c'est ça qui a déclenché? C'est ça, mais j'avais pas envie de faire une enquête journalistique, parce que c'est pas mon métier, pour raconter comment c'était arrivé, mais plutôt de partir du pourquoi. Pourquoi on arrivait à mettre du cheval à la place du bœuf? C'est pour gagner 0,5% du prix des lasagnes. Oui, c'est ça qui est effarant, c'est qu'on se dit qu'ils ont pu économiser 10, 20, 30%. 0,5%, ils prennent des risques insensés pour 0,5%. Parce que c'est comme ça. Hein. Si on demande moi je viens de l'autre côté de la chaîne alimentaire. Si on demande aux paysans et aux industriels de l'agroalimentaire de faire toujours moins cher, ça finira comme ça un jour ou l'autre. Le budget des Français, il est passé de 40% à 13% des budgets familiaux en l'espace d'un demi-siècle. Le budget quoi, de l'alimentation? Le budget de l'alimentation, oui. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Et du coup, j'ai essayé de repartir de ces 0,5% en disant, et si on le mettait au service d'une alimentation de meilleure qualité au niveau du mode de production des aliments, que ce soit les œufs ou les tomates ou le lait, eh ben peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Si on repart des données des études épidémiologiques ou des données des études cliniques, on peut changer beaucoup de choses et améliorer beaucoup de choses par la prévention en améliorant le mode de production des aliments. Et ça, pour répondre à la question pourquoi j'ai écrit ce bouquin-là, pour démontrer que c'est possible. Le premier bouquin que j'avais écrit, c'était un modèle un peu théorique qui venait d'études cliniques, de trucs scientifiques. On pourrait faire que... Et là, j'avais envie de dire, c'est possible, ça marche. Et puis, je donne plein d'exemples que ça marche. Pour 0,5%, on peut avoir du cheval à la place du bœuf dans les lasagnes, mais on peut aussi avoir des aliments de bonne qualité qui participent à notre santé. Mais c'est vrai qu'effectivement, le coût est largement en cause dans beaucoup de choses. Vous évoquez notamment le documentaire où on voit les comportements de familles américaines. Oui, je racontais ça parce que c'est un film que j'avais vu qui s'appelait Food Inc. Et il y avait un moment qui était frappant. Parce qu'on voyait une famille mexicaine pauvre en Californie et on voyait leur comportement alimentaire où ils achetaient vraiment tout ce qu'il y avait de moins cher, beaucoup de hamburgers premier prix pour nourrir la famille. Et quand on demandait à la maman pourquoi, ils disaient parce qu'il faut que je garde de l'argent pour acheter des médicaments pour soigner le diabète de tout le monde dans la famille. Et alors c'est extrême, mais c'est très symbolique d'un choix. Où finalement la baisse du budget alimentaire, ça nourrit le budget de la santé. Et il y a un moment, faut s'arrêter. Le budget de la santé souvent lié à une mauvaise alimentation. Oui, bien sûr. Oui, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs un cercle vicieux. Alors, vous parlez des labos pharmaceutiques qui gagnent beaucoup d'argent en vendant, on va prendre un exemple que tout le monde comprend, les cholestérols. On mange de plus en plus mal.
de plus en plus gras, il y a de plus en plus de plaques d'athérome, donc de cholestérol, dans nos artères. Donc on va prendre des médicaments pour lutter contre le cholestérol, alors que d'après vous, il suffirait de manger mieux pour éviter d'en avoir et donc éviter de prendre des médicaments. Enfin, des économies sur tous les plans, quoi. En gros, c'est ça. Sauf qu'on est vraiment parti dans l'autre sens. Je ne sais pas s'il suffirait d'eux. Il faudra toujours des médicaments. Mais on ne peut pas construire une politique de santé publique là-dessus. Il y a un chapitre où je raconte une étude publiée par des chercheurs anglais de l'Imperial College, pas n'importe qui, publiée dans l'American Journal of Cardiology, qui raconte sur des modèles statistiques, ce serait bien de mettre des statines justement dans les restaurants fast-food. En disant comme ça, les gens, ils auraient à manger pas cher. Et en même temps, le traitement en même temps. Avec la moutarde. Ça, plutôt que d'améliorer les fast-food. On ferait mieux d'alimenter la qualité du pain, de la viande, etc. Alors justement, votre livre est quand même optimiste, parce que vous dites qu'il n'est pas trop tard, et vous citez des initiatives intéressantes, notamment d'agriculteurs. Alors, au début, toute la démarche que moi je pousse depuis une quinzaine d'années, elle est partie de groupements d'agriculteurs dans l'ouest de la France, ça s'appelle Bleu Blanc Cœur. Et on essaye d'accéder à une écoute. C'est gentil de m'inviter, comme ça je peux en parler. Mais le logo apparaître en même temps. Si tout ça n'arrive pas jusqu'au consommateur, si on continue à dire d'un côté il y a une alimentation de bon marché, de l'autre côté il y a peut-être le bio pour 2% des gens, et qu'entre les deux il n'y a rien, eh ben, on n'y arrivera pas. Il faut améliorer la qualité. Alors j'essaye de donner je voudrais en donner un, oui, allez-y, je vous en prie. Qui est dans le cadre du magazine de la santé. C'est une clinique de Toulouse qui s'appelle la clinique Pasteur. C'est les gens que j'avais rencontrés après mon premier bouquin, donc il y a 6 ou 7 ans. Une diabétologue avait lu mon bouquin, sa fille faisait des études d'agro, le contact s'était fait comme ça. Il m'avait invité, j'ai fait une conférence aux médecins à Toulouse, et j'y étais il y a 3 semaines. Je veux raconter ça parce que c'est un truc plein d'espoir. Il sert 3 millions de repas par an, et il y a 1500 salariés, et la cantine, qui nourrit à la fois les salariés et les malades, fournit des repas Bleu Blanc Cœur pour tous ses patients, pour 3 millions de repas par an. Alors bien sûr, ça coûte un peu plus cher. Mais est-ce que ça participe? Si on était dans un hôpital et qu'on a vu les repas arriver sous plastique, là, je pense que si on mettait 50 centimes de plus par repas, évidemment c'est énorme. Les gens disent 3 millions de repas par an, tu multiplies ça par 50 centimes ou 1 euro de coût unitaire. Mais est-ce que ça participe pas à la bonne santé des gens, à l'hôpital et avant et après? Et à long terme, ça sera bien remboursé, ça, c'est 50 centimes, il n'y a pas de souci. Je pense. Alors le discours est bien sûr sur le plan médical, scientifique, sanitaire, tout à fait crédible, mais on rétorque à ce genre de discours à chaque fois, oui mais ça coûte un peu plus cher, vous l'avez dit vous-même, oui mais ça demande du temps, parce que quand on fait des courses et qu'il faut aller chercher les Bleu Blanc Cœur ou d'autres, regarder un peu les étiquettes pour voir s'il y a moins d'huile de palme, etc., ça prend du temps aussi. Or les gens ont de moins en moins d'argent et ont de moins en moins de temps. Alors comment faire comprendre aux Français qu'il faut aller dans votre sens? Et moi, ce que je défends, ça c'est encore un modèle théorique, mais je pense que je vivrai assez vieux ou peut-être pas, mais c'est aussi des démarches de très long terme. Je pense que moi j'écris des bouquins parce que des fois, sans argent, avec une feuille de papier, un stylo, on espère faire changer les choses. Je pense que les choses changeront s'il y a une prise de conscience. Je ne demande pas aux gens d'aller choisir dans les magasins tel ou tel truc. Par contre, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, il y a des responsables développement durable. L'industrie agroalimentaire est souvent accusée de participer à la malbouffe. Elle détient une grosse partie de la responsabilité, mais elle détient 100% de la solution. Si ces gens-là écoutent une prise de conscience, s'ils disent « faut peut-être qu'on serve autre chose », les gens de la distribution aussi ont une responsabilité. Et il y en a qui commencent à changer, il y en a qui commencent à prendre ça en compte, mais il ne faut pas que les gens aillent faire leurs courses en allant choisir. Il faut que les gens qui mettent à disposition du consommateur prennent en compte cette demande. On voit bien le niveau de l'industrie agroalimentaire, mais tout part quand même au départ au niveau des agriculteurs. Est-ce qu'ont les moyens de faire ces modifications ? Est-ce que ça coûte plus cher de faire pousser de l'herbe, de tout ça, d'utiliser les graines de lin, de tout ça? Est-ce que c'est cher? Alors c'est vraiment des démarches de long terme. Si on raisonne dans le court terme sur la durée de vie d'une poule ou sur une année de blé, ça coûte moins cher de faire de façon industrielle avec beaucoup d'intrants, d'engrais, de pesticides, etc. et très peu de culture dans les champs. Si on raisonne comme je l'apprenais, c'est le privilège de l'âge là quand j'étais dans les écoles d'agriculture, si on commence à parler de rotation, du nombre de cultures, d'assolement, etc., peut-être que l'année où je fais du lin, je ferai peut-être que 20 quintaux à l'hectare, alors qu'avec un blé, je peux faire quasiment 100 quintaux. Par contre, l'année d'après, je vais faire plus de rendement sur mon blé. Si je nourris mes vaches différemment, peut-être qu'elles feront plus de veaux. Quand j'étais gamin, les vaches elles faisaient 5-6 veaux dans leur carrière. Maintenant, elles en font plus que 2. Donc il faut quand même les aider aussi, quoi. Ouais, il faut les aider.
il faut que la volonté de ces gens-là en amont, des agriculteurs, rencontre une demande, une prise de conscience du consommateur. Et une aide gouvernementale, certainement. Ouais. Merci beaucoup. Pour savoir plus, en tout cas, bleu-blanc-cœur.com. Et donc votre livre, Manger, on s'occupe du reste, c'est paru chez Plomb. Merci. À 14h30, Allo Docteur va être consacré aux blessures de la main, des blessures très fréquentes causées par des accidents du travail, mais aussi et surtout aujourd'hui par le jardinage ou le bricolage. L'important, c'est de bien les prendre en charge pour réduire les séquelles. Attention aux images. Donc vous êtes blessé avec quoi? C'est un accident de travail? Oui, avec un travail, avec un cloueur pneumatique. Ouais. J'étais en train de clouer des tasseaux sur un toit et j'ai un petit peu glissé sur l'échafaudage et j'ai voulu me rattraper, puis le deuxième clou est parti, et puis je vais vraiment en dessous. Quoi. Le problème de ce clou, c'est qu'il a des ailettes métalliques. L'enlever en tirant dessus risque d'arracher les tissus autour. Et le clou, en traversant le doigt, a aussi emporté un morceau du gant. Il est de temps parce qu'il sort de là. Il sort là. Il traverse avec le clou. C'est sympa. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux couper la dernière phalange. Ce serait pas Non, les résultats sont remarquables, ça, la microchirurgie. Puis c'est pratique pour visser avec le pouce. Si vous avez des questions, juste avant de vomir, 41 555 par le smartphone, allodocteur.fr, france5.fr par Internet, hashtag santé F5. Si vous passez par le réseau Twitter, voici maintenant les réponses à vos questions. Réponse à vos questions sexo, ce sera dans quelques instants avec Sophie Cadalen. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec la santé au travail. Bonjour Sandrine Weiss. Bonjour. Alors aujourd'hui, la santé des patrons, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, chefs d'entreprise, ce sont des travailleurs non salariés qui représentent presque 2,5 millions d'actifs en France. On s'intéresse assez peu à leur santé dans les enquêtes et dans les médias. Et pourtant, ils ont des problèmes ou des risques de santé spécifiques et qui en plus peuvent impacter l'entreprise et donc les salariés. Oui. On a du mal à parler des nantis, comme on dit, etc. D'abord, c'est pas toujours des nantis. Et en plus, ça impacte effectivement les employés. Exactement. Il existe moins de statistiques sur la santé des dirigeants que sur la santé des baleines bleues. C'est le constat qu'a fait il y a quelques années Olivier Torres, un universitaire, et il a justement lancé le premier observatoire sur la santé des dirigeants d'entreprises. En France, effectivement, on se focalise beaucoup sur les salariés des grandes entreprises. Par exemple, quand il y a des suicides, ils sont très médiatisés. En revanche, on estime que 1 ou 2 chefs d'entreprise se suicident chaque jour en France et on n'en parle pas. Alors, il y a des problèmes de santé spécifiques aux chefs d'entreprise? Oui, alors ils sont plus touchés par le cholestérol, par le diabète, et ils ont également un risque accru d'infarctus et de dépression. Et puis, autre grande tendance, ils présentent beaucoup plus de troubles du sommeil que le reste de la population. Par exemple, 1 dirigeant sur 2 souffrent de troubles du sommeil. C'est ce que révèle une enquête récente de l'Observatoire que je citais tout à l'heure. En moyenne, ils dorment 35 minutes de moins par jour que le reste de la population. C'est beaucoup. Et puis, ça va générer de la somnolence et accroître aussi le risque de diabète. Alors, c'est pas lié qu'au stress, hein. C'est pas la seule cause. Alors, effectivement, il y a plusieurs causes. La toute première cause, très basiquement, c'est que ces dirigeants travaillent beaucoup plus que la moyenne des fonctionnaires et des salariés, et donc ils consacrent moins de temps à se soigner. Et puis, il y a également le fait qu'en moyenne, ils font moins de sport et plus de repas professionnels. Et ça, on sait que c'est pas un très bon mélange pour la santé. Et puis, comme vous l'évoquiez, il y a un stress beaucoup plus fort. 7 dirigeants sur 10 ont un niveau de stress moyen ou fort dans les TPE. Les TPE, ce sont les très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Et comme on peut l'imaginer, c'est pour des raisons économiques? Alors, c'est beaucoup pour des raisons économiques. Effectivement, il y a un vrai stress financier, puisque quand on est artisan, professionnel libéral, commerçant, la perte d'un gros client, ça va avoir un impact lourd pour l'entreprise. D'une manière générale, un petit événement, ça va prendre plus d'ampleur. Par exemple, on me cite le départ d'un salarié compétent. Et puis, il faut citer aussi l'apparition de phénomènes le développement de phénomènes tels que les cambriolages chez les agriculteurs ou les braquages chez les commerçants. Et donc ça, c'est du stress et donc ça fragilise. Et en plus, ces chefs d'entreprise fréquentent peu le corps médical. Effectivement, ils fréquentent peu le corps médical, ils consultent peu les médecins, ils s'arrêtent peu en arrêt maladie et ils, ou plutôt elles, ont même des congés maternité raccourcis. Je précise qu'un entrepreneur sur 4 en France est une femme. Pour l'anecdote, ils déclarent souvent aller voir un médecin
quand ils ont un rendez-vous avec le banquier. Alors pourquoi? Parce que souvent, pour l'octroi d'un prêt, aujourd'hui, quand on va voir son banquier, on demande de remplir beaucoup de formulaires de santé. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que c'est une population qui n'est pas habituée à s'écouter, à se plaindre, qui est une population assez endurante et qui a elle-même eu des modèles parentaux proches. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise sont eux-mêmes enfants d'agriculteurs, d'artisans, de chefs d'entreprise et ils ont vu beaucoup leurs parents travailler et peu consulter. Et puis il y a aussi un aspect financier, c'est-à-dire que ça ne les incite pas à s'arrêter ou à se soigner parce que par exemple le RSI, le régime des indépendants est moins favorable que le régime général de la sécurité sociale. Idem avec les mutuelles, généralement ils prennent des cotisations pas très élevées pour limiter le coût et donc forcément les prestations sont moindres. Alors ils sont en bonne santé ou pas? Alors, malgré tout ce que j'ai dit, bonne nouvelle, ils ne sont pas en mauvaise santé. Par exemple, ils sont en meilleure santé que les ouvriers, en moyenne. Ce qui les sauve, c'est la passion dans le travail, parce que entreprendre, c'est bon pour la santé. Pourquoi c'est bon pour la santé? Parce que quand on est chef d'entreprise, on entre dans ce qu'on appelle des choix, des contraintes choisies et pas des contraintes subies. Imposées. Et ça, c'est bon pour la santé. Donc voilà. Alors, en revanche, c'est le bémol, même s'ils sont en bonne santé, ils sont plus en risque parce qu'ils tirent sur la corde. Donc, ils sont en risque d'ennuis de santé sérieux. Et voilà, le problème, c'est que quand c'est vraiment des ennuis de santé sérieux, là, il y a une forte incidence, effectivement, sur l'entreprise. Et oui, c'est ça, c'est très caractéristique. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui s'arrête de façon un peu prolongée pour maladie met vite en péril son entreprise. Ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan. Et c'est un vrai paradoxe parce qu'on a connu dans un passé récent des décès brutaux de dirigeants de grandes entreprises du CAC 40 et ça n'avait pas fait péricliter l'entreprise. Alors, Dr Weiss, 3 conseils pour les chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder, ou pour leur famille qui leur répéteront ce soir. Oui, voilà aussi, parce que l'entourage a beaucoup d'importance. Donc, je donne des conseils que j'ai moi-même entendus d'experts du sujet. Le premier conseil, eh bien, c'est de consulter plus des médecins. Ça va aussi faire plaisir aux médecins qui nous écoutent. Et quand il y a une petite alerte, avant que le problème ne dégénère. Et pas seulement quand on a un rendez-vous avec son banquier, ce qui veut dire aussi faire des bilans de santé réguliers. Le deuxième conseil, c'est de se rapprocher d'associations professionnelles pour éviter de se sentir seul au monde avec ses problèmes. Il y en a plusieurs, j'en citerai une, c'est le Centre des jeunes dirigeants, CJD, dont on va voir les coordonnées s'afficher. Un troisième conseil, eh bien, c'est de faire plus de sport, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une population qui faisait moins de sport que la moyenne. Et puis le printemps, c'est toujours la période pour les bonnes résolutions de cette nature. Et qu'ils aient un petit peu de temps pour ça. Voilà. C'est ça le problème. Il fait beau, voilà. Et puis, je recommande la lecture d'un livre écrit par Olivier Torres, La santé du dirigeant. Qu'on avait reçu effectivement au moment de sa parution. Merci beaucoup. Merci. Près de la moitié des fœtus souffrant d'une malformation du cœur, passent au travers du diagnostic. Or, on sait qu'il est primordial de les opérer au plus vite dès les premiers jours de vie, et ce pour éviter évidemment une issue fatale. Oui, malgré les efforts de formation des professionnels, pour l'heure, aucun outil ne remplace la pratique et l'expérience. Voilà pourquoi un cardiopédiatre... Il est difficile. Je vais prendre mon élan. Recommencer. Voilà pourquoi un pédiatre. C'est pas exprès ou quoi? Non. Un cardiopédiatre. Non, mais attendez, ça m'inquiète. Dites après moi, un cardiopédiatre. Un cardiopédiatre. Eh bien, c'est parfait. Mais pourquoi je vous le dis à vous et pas aux gens? Parce que ça, c'est comme ça. Ça s'appelle un duo. Un cardiopédiatre vient de mettre au point un cœur fœtal en 3 dimensions. Il veut aider les jeunes praticiens à y voir plus clair pour améliorer la prise en charge des bébés malades. Les explications de Laetitia Fouque et Alexandre Delaval. L'échographie, un moment magique pour les futurs parents, même s'il est impossible pour eux d'interpréter ces images en noir et blanc et souvent floues. On est maintenant dans le 6e mois. On attaque le 7e aujourd'hui. 7e. Et pour les médecins aussi, l'échographie reste un art complexe qui nécessite souvent beaucoup de pratique et d'expérience. Voilà, on commence à apercevoir le cœur du bébé. Caroline et Vincent ont eu beaucoup de chance. Dès la 22e semaine de grossesse, leur échographe a décelé une malformation cardiaque chez leur petite fille et il les a tout de suite orientés vers ce cardiopédiatre. Voilà. Les 2 petits vaisseaux qui sortent ici du cœur ont une position parfaitement parallèle en rail, alors que normalement, ils doivent se croiser comme ça. D'accord? Ils ont simplement inversé leur position. À cause de cette pathologie, la petite fille va manquer d'oxygène à la naissance. Ça veut dire que le bébé à la naissance, il va avoir tendance à être bleu, parce qu'il a du sang désoxygéné qu'il reçoit dans tout le corps.
C'est ça le principal problème de cette malformation. Cette pathologie étant mortelle, les médecins vont devoir intervenir au plus vite afin de remettre les grands vaisseaux au bon endroit. Les bébés peuvent encore mourir des malformations cardiaques, en particulier de cette malformation cardiaque qu'on appelle la transposition des grands vaisseaux, parce qu'elle peut être très très mal tolérée après la naissance, avec des enfants qui deviennent très très bleus dès les premières minutes de vie. Et grâce à une chirurgie à cœur ouvert chez des bébés de quelques jours, on peut aujourd'hui, dans plus de 98% des cas, sauver les bébés qui sortent de l'hôpital guéris avec un suivi et une vie tout à fait normale. L'accouchement va donc être déclenché au cours de la 39e semaine de grossesse, ce qui permettra de programmer l'intervention dans la foulée. Grâce à ce diagnostic précoce, tout le monde a eu le temps de se préparer. Ça nous rassure énormément puisqu'on sait que la pathologie peut être traitée, que notre enfant va être guéri. Et c'est plus rassurant, notamment pour la naissance, de savoir qu'elle va être prise en charge tout de suite et qu'elle sera entre de bonnes mains surtout. Mais tous les médecins n'ont pas l'œil avisé d'un échographe expérimenté, encore moins d'un cardiologue. Lina est en 5e année de médecine. Elle souhaite devenir obstétricienne. Elle pratique des échographies depuis 5 mois et demi et pour l'heure, ce n'est pas toujours limpide. Il y a toujours besoin d'un conseil, même dans les notions les plus élémentaires. Le cœur, c'est un peu dynamique, il y a la circulation, il y a différents compartiments, donc il faut vraiment bien savoir se localiser. Près de la moitié des malformations cardiaques passent encore au travers du diagnostic. Le docteur Stowe a donc eu une idée pour améliorer la formation des futurs spécialistes. Les oreillettes sont là, la pointe des ventricules est là. Comment est-ce que tu positionnes sur toi? Et sur moi, ce serait comme ça. Jusqu'à présent, il n'existait aucune maquette du cœur fœtal en 3 dimensions. Les étudiants devaient se contenter de planches ou de dessins. Difficile dans ces conditions d'avoir une projection claire en tête de cet organe et de ses potentielles malformations. Vous pouvez les prendre et puis vous comparez le normal et puis 2 anomalies. Là, du coup, on a l'impression d'avoir un alignement des valves. Et puis surtout, on a une... Il y a des choses plus évidentes encore. Hein. Pas facile de se repérer sur cet organe qu'ils ne connaissent qu'à plat et dont en fait ils n'ont qu'une vision parcellaire. Et il y a une communication au-dessus et au-dessous. Et ça, est-ce que tu sais quel nom ça peut porter, cette malformation? C'est une malformation dont tu m'as parlé tout à l'heure pourtant. C'est un canal atrioventriculaire. Ça veut dire que tu en avais entendu parler, tu savais à quoi éventuellement ça pouvait correspondre, mais en vrai, tu savais pas. Non. Entre les cours et la réalité, il y a un grand écart. Et grâce à ces différentes maquettes en 3D, les internes ont enfin pu le comprendre. Enfin, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux l'anatomie. Ça aide après pour l'échographie. Enfin, je trouve qu'on comprend mieux, en tout cas, ce qu'on voit en échographie. Et ce à quoi ça correspond dans la réalité. Ils ne comprennent pas exactement d'où sortent les vaisseaux, ils voient des images, ils ne savent pas quel vaisseau c'est forcément, parce qu'ils ne savent pas les distinguer quand ils n'ont pas compris le 3D. Donc des images, ils vont les faire, sauf que si un vaisseau ressemble à un autre et qu'il est à la bonne position, ils vont considérer que c'est normal, alors que s'ils l'ont suivi du début jusqu'à la fin, en ayant la notion du chemin qu'il doit avoir, ils vont avoir une meilleure réflexion et la possibilité de dépister des pathologies qu'ils n'auraient pas imaginées. Le docteur Stowe espère maintenant pouvoir organiser une formation qui s'adresserait à davantage d'étudiants, mais aussi aux jeunes médecins, afin de sauver encore plus de bébés. C'est vrai que c'est compliqué quand même, hein, la cardiopédiatrie, mais c'est vachement intéressant. On va passer à la sexo, donc là c'est ni pour les bébés ni pour les enfants, hein, c'est pour les adultes. Ah oui, surtout aujourd'hui, oui. Première question, j'ai envie, mais quand il ou elle s'approche de moi, je ne veux plus. Non, mais c'est cette formulation qui m'étonne, quand il ou elle s'approche de moi, bref. Oui, bah c'est pas rare, cette espèce de résistance justement au désir, à la montée de l'élan. Alors cette résistance, elle est plus ou moins consciente, elle est plus ou moins importante, elle devient problématique quand elle bloque complètement les élans. Alors, il faut savoir que la sexualité, c'est aussi un lieu de règlement de comptes, de manière tout à fait inconsciente. Ça peut être des comptes que l'on règle avec soi, on va s'interdire l'abandon,
le plaisir. Quelque chose en soi va bloquer, va pas pouvoir aller plus loin. Mais ça peut être aussi des règlements de compte avec l'autre. Même si en toute bonne foi, en toute conscience, on a l'impression que voilà, tout est soldé, on s'est expliqué, que ce qu'il a fait, qui n'était pas comme on voulait, on lui en veut plus parce qu'on s'est expliqué. S'il y a quelque chose qui passe pas, même inconsciemment, ça va être le lieu où justement les choses peuvent justement se signaler. Donc je dirais que la première question, c'est se demander déjà si ça se concerne soi, si c'est quelque chose qui a à voir avec l'autre, et d'aller voir justement qu'est-ce qui est à régler, à solder pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors plus rare, je suis toujours vierge à 40 ans, c'est Jérôme qui nous dit ça. Comment vaincre cette puissante inhibition? Je peux regarder sur mes fiches si j'ai la même question que vous. Vous pompez pas sur mes fiches? Non, non, bien sûr. Très bien. Alors, oui, plus rare, mais en même temps, alors ça ne va pas régler le problème de Jérôme, mais il est important, je crois, de le dire tout de même, plus rare, mais plus fréquent qu'on ne le croit tout de même. Et ça concerne des hommes et des femmes. Même aujourd'hui, la sexualité paraît tout à fait banale. Enfin, tout le monde le fait et tout le monde forcément s'éclate. C'est ce qu'on se raconte. Oui, il y a des gens pour qui le parcours a fait qu'il y a eu peut-être effectivement trop d'inhibition, des blocages, moins d'ouverture à quelque chose et le sentiment que le temps est passé de cela. Et là, manifestement, il en souffre. Hein. Voilà, forcément, c'est des gens toujours qui en souffrent, avec le sentiment très fort d'être anormal déjà. Donc je dirais à cet homme, la première chose à faire, la première, oui, j'allais dire la seule, mais enfin c'est le début de quelque chose, c'est d'aller voir quelqu'un, et en parler. Non, surtout pas. Déjà pour sortir de cette position d'anormalité qu'en général on entretient, et pour casser cette espèce de barrière de silence dans laquelle en général, ce silence dans lequel en général ces gens-là s'enferment, en ayant le sentiment que voilà ils sont les seuls concernés, que c'est honteux, qu'ils vont être jugés, qu'on va se fiche d'eux. Donc déjà en parler, c'est faire une brèche dans cette espèce de secret, parce que ce secret en plus finalement empêche toute rencontre et tout déblocage. Une question d'un homme de 22 ans qui nous dit qu'il n'arrive pas à prendre de plaisir pendant une sodomie. Il demande s'il y a une solution. Alors j'imagine que c'est à lire comme ça que c'est un homme homosexuel, mais pas forcément. Ouais, nos avis divergent sur la question. Et c'est énorme, on est d'accord, merci. Donc, déjà, je dirais tout bêtement, je dirais même benoîtement, s'il n'a pas plaisir à la sodomie, qu'il ne pratique pas la sodomie. Et il y a quelque chose... Benoît nous dit qu'il n'y est pour rien. Parce que vous avez dit benoîtement, il n'y est pour rien. Là, il est en régie. On vérifiera tout de même. On verra ça après. Mais c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Allez-y. Mais on associe toujours la sexualité à la pénétration. Or non, c'est beaucoup plus vaste que cela. Ça peut en être l'aboutissement, mais pas obligé que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Alors, si on est hétérosexuel, dans le cas d'un homme, on peut tout à fait se dispenser de sodomie, mais aussi les homosexuels. Ils n'ont pas tous cette pratique-là. Et même s'ils l'ont, je poserai la question à ce jeune homme, de quel côté se situe-t-il? Est-ce qu'il n'aime pas la sodomie quand lui est pris ou quand tu lui prends? Alors, pour tout le monde, et je dirais quelle que soit la position et ce qui se passe, c'est toujours être à l'écoute de soi, être au clair avec ce que l'on aime ou pas. C'est déjà une première façon de se respecter et donc d'accéder au plaisir. Et puis ces goûts-là changent, évoluent avec les partenaires, mais aussi avec le temps. Et puis c'est pas une obligation. S'il n'arrive pas, c'est pas une obligation, loin de là. Il peut en parler de toute façon avec son partenaire ou sa partenaire. Tout à fait. Question encore, Michel? Oui. Est-ce qu'on a le temps? Oui. On a le temps? Allons-y. Rapidement. Je me lasse sexuellement de mes copines. Au bout de quelques mois, je veux voir ailleurs. Quand je suis avec une main, je veux une ronde. Quand je suis avec une blonde, je veux une brune, etc. Franck nous pose la question. Eh bien, Franck, apparemment, est plus, je dirais, plutôt que d'être dans la relation, il est dans la, je dirais, dans la consommation. Voilà, il a des partenaires sexuels. Il est inconstant. Oui, il butine, il profite, il goûte, il consomme. Alors la question qu'on poserait à Franck, c'est est-ce qu'il est bien dans ce butinage, dans cette consommation? Pourquoi pas? Alors peut-être... S'il nous pose la question, c'est qu'il se la pose lui-même. Alors ceci dit, ça peut être aussi le regard des autres, qui nous invite aussi à nous poser, à nous stabiliser, ce fameux terme qui revient souvent. Mais si lui est pas si mal là-dedans, qu'il continue, ça durera le temps que ça durera, et sinon qu'il se pose la question, et finalement s'il n'a pas justement peur d'une relation qui dégénérerait, entre guillemets, vers quelque chose de plus engagé. Alors justement, à propos de sexualité, je voudrais vous signaler que mardi prochain en prime time, à 20h30, 20h40 sur France 5, notre enquête de santé sera consacrée à la sexualité. La médecine peut-elle tout régler? On répondra mardi prochain. Je suis sûre que non. La sexualité ne peut pas tout régler? Non, la médecine, non, je pense pas. La médecine ne peut pas tout régler, non. Là, c'est la question que vous posiez, Michel. C'est la question que je pose. Voilà. On va y répondre, mais justement, il va se passer on quelque verra chose. mardi, mais voilà. Non, moi je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord, c'est bien. Là, nos avis...
Converge. Converge. Et c'est énorme. On y va. Merci à tous les deux. In vivo à présent. Et on retrouve l'équipe du SAMU qui a pris en charge hier un père de famille de 45 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Il est à présent à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, en salle de coronarographie. C'est un infarctus qui est à l'origine de l'accident et le cardiologue doit très vite trouver le caillot qui bouche l'une de ses artères coronaires. Vous voyez ce reportage de Jean-Philippe Bellodi. SAMU du bâtiment, bonjour. Dirigé par le docteur Aidé, l'équipe du SAMU 94 a pris en charge un homme de 45 ans, victime d'un double arrêt cardiaque. Le cardiologue a détecté un caillot dans une artère coronaire. Le patient est toujours dans le coma et l'urgentiste n'est pas très optimiste. On est à combien? On est à 100% de FiO2. Ah non, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui n'est pas terrible, docteur? En fait, là, on a dosé ce qu'on appelle les gaz dans le sang du monsieur, c'est-à-dire l'oxygène, le gaz carbonique, etc. Il faut regarder un petit peu pour avoir un reflet de son état circulatoire et son état respiratoire. Les résultats sont pas terribles, quoi. Les résultats, mais ils sont cohérents avec l'état clinique du monsieur. Hein. Il respire pas très bien, il circule pas très bien. En salle de coronarographie, le cardiologue introduit un guide dans l'artère interventriculaire antérieure, l'artère du cœur qui est bouchée. Ce guide permet d'acheminer le ballonnet gonflable qui va dégager la voix. Le ballon est en train de se gonfler. Entre les deux points noirs, tac, il y a le ressort autour du ballon. Le ballon se gonfle et le ressort écrase tout ce qui bouche l'artère contre les parois de l'artère. Ce petit ressort en métal est un stent qui désormais va maintenir l'artère bien ouverte. Là, tu vois, tout passe. Tout repasse, c'est bon. C'est reperméabilisé. On a terminé la procédure avec la mise en place d'un stent. Et puisque c'est un patient qui est jeune et puis c'est un infarctus, donc on a mis un stent actif. Il est actif parce qu'il contient des médicaments censés éviter la formation de nouvelles plaques de graisse sur les parois de l'artère. Oui. Ouais, je te passe. L'équipe du SAMU est restée avec le patient pour assurer son transfert. Il faut attendre que la régulation ait trouvé un lit pour lui dans un service de réanimation d'Île-de-France. D'accord. La réanimation d'Henri Mondor n'a plus de place. Il va falloir transférer le patient dans un autre hôpital. Son état le permet encore. Écoute, donc la coro a été un petit peu longue, ils ont un peu de mal à déboucher, ils ont thromboaspiré, le monsieur est resté parfaitement stable depuis tout à l'heure. Et depuis, la ventilation se passe sans problème. Sans problème, mais quelques minutes plus tard, le cœur du patient s'arrête pour la 3e fois en moins de 4 heures. Adrénaline, massage cardiaque, les urgentistes doivent repartir au combat. Arrête de masser 2 minutes pour vous. Alors, regarde s'il y a un pouls là. Attends. J'ai un pouls, C'est bon. C'est bon. De toute façon, on peut pas aller ailleurs comme on. Ah bah non, là, c'est pas possible. Il est reparti, quoi. Ouais. Le cœur du patient bat, mais le docteur Aidé est préoccupé. Transférer un malade aussi fragile est très risqué. On va en réamed à la pitié. Hein? Pourtant, ils n'ont pas le choix. Il faut que ce patient aille en réanimation. On va lui poser l'artère maintenant, là. Ah ouais? Plutôt qu'on peut pas lui prendre là, et on a aucun... Et leurs craintes vont se confirmer. Moi, j'ai pas de pouls. Mais par contre, j'ai des CO2 qui... Ouais, il circule plus. Attends, Mathieu. Laisse-moi mettre ça. Les urgentistes sont confrontés à un 4e arrêt cardiaque. C'est bon, vas-y, je suis prêt. Hop. J'ai déjà fait. Ouais, dis-lui qu'il s'arrête à nouveau, là. Pas question de transfert. Il faut intervenir de toute urgence. Le docteur Aidé demande à sa régulation d'obtenir un bloc opératoire ici, à l'hôpital Henri Mondor. Vas-y, moi je tire la tête, vas-y, go. Allez, attention, c'est parti. Essaye de trouver un petit truc. Ouais, c'est dans la tête, ouais. Attends, arrête 2 minutes. Un drap, des draps. Non, vas-y, masse. Des draps. Ouais, en dessous la tête, c'est bon? Attends. Le cœur ne repart pas. Il faut continuer le massage cardiaque. Voilà, super, très bien, impeccable. Les urgentistes installent une planche à masser qui va remplacer les battements du cœur. Il faut faire vite. Pardon, excusez-nous, on va passer, pardon. Excusez-nous, madame. Le patient arrive au bloc opératoire, mais aucune équipe de chirurgie cardiaque n'est disponible. L'une d'entre elles, qui opère dans le bloc d'à côté, va devoir se dédoubler pour assurer cette urgence vitale. L'équipe du SAMU passe définitivement le relais. On est allé au bloc de chirurgie vasculaire tout de suite pour proposer une machine qui va faire office de cœur en fait. C'est une machine qui va faire circuler le sang pour essayer de perfuser les organes nobles à sauver, le cerveau, les reins, etc.
pour que ce monsieur ait une chance de survie. Sans cette machine, il n'a aucune chance de survie. L'intervention commence. L'objectif, c'est de soulager le cœur tout en préservant les organes. Pour y parvenir, le chirurgien doit relier l'artère et la veine fémorale à une machine de circulation extracorporelle chargée d'assurer la circulation sanguine à la place du cœur. Pendant ce temps, l'anesthésiste réanimateur veille sur la ventilation du malade. Mais écoute, je pense que ça circule bien, parce qu'il est à 92 de SAT. Il surveille la circulation sanguine et injecte l'adrénaline pour stimuler le cœur. Le docteur Fioré termine la pose des 2 canules qui relieront l'artère et la veine fémorale à la machine. Dès qu'elle démarre, elle assure l'oxygénation du sang et sa circulation dans tout le corps, à la place du cœur. Maintenant, ils vont essayer de faire repartir le cœur. Ils arrêtent la planche à masser. Après l'électrochoc, toute l'équipe est suspendue aux écrans. La tension est perceptible dans le bloc. Le cœur est bien reparti, mais son battement n'est pas régulier. Il a des QRS, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Hein? C'est un rythme bizarre. Ouais, c'est un rythme bizarre, ouais. Je suis d'accord. Le cœur a une activité électrique, mais en tout cas, il ne se contracte pas efficacement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis la machine d'assistance pour pouvoir faire circuler le sang dans l'organisme. Ma collègue est en train de poser un cathéter dans une artère pour pouvoir avoir une tension artérielle et être sûr que le patient circule bien. Et dès qu'on pourra, on mettra ce patient dans une unité de réanimation pour surveiller. Après, on va refroidir son corps pendant 24 heures pour protéger le cerveau. Et puis après, on essaiera de le réveiller pour voir s'il y a des conséquences cérébrales. Voilà, nous retrouverons ces équipes et nous retrouverons donc ce patient demain. Un appel à témoins, Michel. Un appel à témoins. On prépare une émission Allo Docteur sur le zona. Si vous en avez souffert, vous venez nous raconter quels ont été vos symptômes et vos traitements. Vous nous appelez au 01 58 88 85 21. Vous nous laissez un message sur allodocteur.fr. Un des SMS arrivé par le réseau Twitter de retour de mon hospitalisation après un AVP. Ça on dirait les fiches d'arrivée aux urgences, accident de la voie publique. Moto, je m'instruis devant le magazine de la santé. Très bien, on est avec vous pour vous soutenir. C'est pas une raison pour vous casser la figure à moto. Attention, Allo Docteur, cela va être massacre à la tronçonneuse. Je ne sais pas si je vais tout regarder. Hashtag Santé F5, c'est vrai que les blessures de la main, bon... c'est pas dramatique non plus, mais... C'est pas toujours joli à voir. Ouais, hein. Vous allez voir ça. Mais regardez. Mais vous bougez pas. Hein. Ouais, donc on répond à toutes vos questions sur les blessures de la main. À tout de suite. À tout de suite. Le magazine de la santé vous reçoit sans rendez-vous sur France5.fr.